Bonjour Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à notre invitation. De Kinshasa, nous apprenons que votre parti politique, l'Union pour la République, Mouvement National, vient d'être agréé par le gouvernement. Votre avis à ce sujet? Merci Monsieur Bonjala. La première chose que je voulais vous dire, c'est d'abord faire une petite mise au point. Lorsque vous évoquez l'agrément, il ne s'agit nullement de l'agrément, parce que la loi ne parle pas de l'agrément. La loi parle de l'enregistrement pour légaliser une existence juridique. Oui, effectivement, nous l'avons fait depuis c'est le 7 avril. L'UNIREMEN est reconnu comme étant un parti légal au pays. Pourquoi nous l'avons fait? C'est d'abord, il faut voir la dimension qu'incarne l'UNIR. L'UNIR, à travers ses projets, l'UNIR, à travers tous ses membres qui travaillaient dans la clandestinité, ne permettait pas un travail optimal pour mettre en œuvre nos propositions. Et vous savez, l'UNIR a beaucoup de membres avec plusieurs statuts. Et rester dans l'illégalité posait un problème sérieux quant à nos membres qui sont au pays, à Kinshasa, à Kisangani, à Goma, de travailler dans la sérénité avec une protection effective de l'autorité. Si nous l'avons fait, c'est parce que nous avons tenu à rentrer dans cette légalité pour que notre action soit visible et efficace. Faut-il dire que vous êtes maintenant prêt pour les élections? Les élections, nous avons toujours été, M. Bonjala. Lorsque vous avez un projet de société soumis à la population, soumis aux partenaires historiques de notre pays, ce n'est pas l'élection qui peut effrayer un tel mouvement. S'il y a élection, l'UNIR participera. On n'a jamais craint les élections. Mais faut-il encore qu'il y ait lieu ces élections? Alors, Monsieur le Président, tout compte fait, il est matériellement impossible que les élections aient lieu le 30 juin 2005 en RDC. Alors, prenons cette hypothèse qu'il n'y ait pas élection. Que préconise votre parti politique UNIREMEN? Bon, vous savez, je préfère d'abord un petit retour en arrière, un petit retour historique en arrière. Monsieur Bonjala, au mois d'octobre 2004, dans un message que j'ai adressé à la nation par la voie des presses, dans les quotidiens, les potentiels, j'ai précisé, nous avons démontré par une étude technique de l'UNIREMEN l'infaisabilité des élections le 30 juin. Au fait, nous répondions à l'époque, je répondais à l'époque à une déclaration faite par les autorités de l'État, à l'occurrence les premiers magistrats de la République, devant l'Assemblée des Nations Unies, lorsqu'ils soutenaient mordicus que le 30 juin, il y aura élection au Congo et le délai sera respecté. Mais parce que l'UNIREMEN ne veut pas faire de la petite politique, la politicienne, le travail de l'UNIR est basé sur 3 critères: technicité, recherche et proposition. Les bureaux techniques juridiques de l'UNIR avaient produit un travail sur les élections au Congo. Et cette étude-là a démontré que, à partir du mois de septembre jusqu'à juin 2005, on ne pouvait pas réaliser les élections au Congo, soit à faire les élections comme on a l'habitude de faire en Afrique. Mais pour un pays qui sort d'une guerre, d'une déchirure, où l'élection pour nous, c'est un moyen pour réconcilier les politiques et les citoyens, les conditions n'étaient pas réunies. Et dans cette étude qui a été publiée, on a reçu quelques attaques indirectes. Certains ont évoqué les Congolais pessimistes du président de l'UNIREMEN. Mais voilà, comme toujours, dans tout ce qui est démarche au Congo, l'UNIR a toujours été le fer des lances. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Et cette position a été soutenue, je l'ai soutenue, quelque temps, il a été suivi officiellement par le président
de la commission électorale indépendante, M. Malou Malou. C'était déjà, malheureusement, au Congo, nous vivons ce que moi j'appelle la malhonnêteté intellectuelle, sur toute la ligne. Que ce soit avec tout le respect que je dois aux journalistes, aux organes de presse, je n'ai vu nulle part un média, surtout même pas les quotidiens où nous avons sorti cette publication, soutenir que cette position, l'UNIRMN l'avait déjà défendue. On fait comme si cette position de l'abbé Malou Malou était une nouveauté, comme si l'abbé Malou Malou venait de sortir quelque chose de nouveau. Alors que quelques mois avant, l'UNIRMN l'avait démontré techniquement. Et cette démonstration, nous l'avons même expliquée aux partenaires historiques du Congo, ceux qui sont dans les SIAT. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, l'UNIR reste les partis qu'il faut pour ces pays-là, que ce soit au niveau de proposition ou sur des véritables études pour les enjeux futurs. Alors, Monsieur le Président, selon une certaine presse, étant donné qu'il n'y aura pas d'élection le 30 juin 2005 en RDC, les politiciens souhaitent assez qu'il y ait une concertation. Une concertation entre les politiciens, entre ceux qui sont au pouvoir et l'opposition. Et c'est là avant les 30 juin. Bon, M. Bongela, vous affirmez quelque chose que je ne peux pas, moi, soutenir lorsque vous dites « on a dit qui a dit ». Parce que là, actuellement, il n'y a pas une position comme ça officielle, selon laquelle il n'y aura pas d'élection le 30 juin. Nous attendons des positions des uns et des autres. C'est vrai que le président de la commission électorale indépendante, lui, l'a soutenu. C'était une position qu'il a tenue. Mais je ne pense pas que cet organe-là, cette commission, n'a pas encore donné, il me semble, sa position officielle, ni même les autres institutions de la République. Nous sommes là dans le domaine des on-dit. Nous attendons effectivement que cette position-là soit devenue effective, donc clairement exprimée par les autorités de l'État. Mais ceci dit, nous pouvons toujours répondre, je peux répondre à la question que vous avez soulevée tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a pas mal de bruit sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait après le 30 juin, s'il n'y a pas élection? Bon, là, il y a quand même deux thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse des légalistes et la thèse des légitimistes. Mais en oubliant une chose, pour un bon juriste, toute légalité ne peut avoir comme assise que la légitimité. Ceux qui soutiennent légalement la prolongation de la transition 2 fois 6 mois, effectivement, il est inscrit noir sur blanc dans la Constitution, effectivement, c'est une position légale. Légale, oui, dans les textes de droit qui est la Constitution de transition, c'est dit que oui, au cas où on n'arrivait pas à réaliser les élections au délai imparti, il y a une possibilité de rallonger la transition 2 fois 6. Mais, Président, ça vous interrompre, l'IDPS dit que cette disposition ne figure pas dans les textes officiels et que si les 30 juin il n'y a pas élection, j'ai même lu dernièrement la position de Etienne Tshisekedi et le docteur Mpouila, qui est le représentant de l'IDPS ici en Europe, l'a confirmé hier, d'un point de presse, que s'il n'y a pas élection le 30 juin, le pouvoir tombe. Non. Là, vous exprimez une position politique. Je suis en train de vous exprimer juridiquement la chose. Voilà. Nous pouvons toujours revenir dans les débats politiciens, si vous voulez. Mais là, j'exprime une idée, une position juridique. Non. Celui qui soutient que dans la Constitution, ce n'est pas inscrit, alors on ne respecte pas les textes qu'on a signés. Vous savez, monsieur, je demande à tout le monde, je ne vais pas rentrer en querelle avec tel ou tel parti, avec telle ou telle personne. Je ne vais pas non plus jeter d'anathème sur telle ou telle personne, mais je dois être très clair. Il y a une constitution de la transition, il y a l'accord global où cette possibilité-là existe. Cela ne veut pas dire que je soutiens cette possibilité, mais je suis en train d'abord d'expliquer en droit cette position. Et que vous verrez légitimement, et ça peut tomber. Bon, en droit ça existe. Bon, maintenant, il faut que vous vous mettez dans l'esprit un fait clair. Ceux qui soutiennent
cette prolongation, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et ils les soutiennent bien, en faisant référence à la Constitution. C'est une démarche dite légale. D'accord? Mais tout à l'heure, je vous ai bien dit, une légalité ne peut trouver son fondement que dans la légitimité. Or, les institutions des Sun City, donc, qui sont issues de l'accord global, n'ont qu'une légitimité de fait de la part des souverains primaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Congolais se sont réunis en Sun City, pour bien sûr élaborer l'accord et le signer, il y avait un objectif. L'objectif, c'était que cet accord permettait de restaurer la paix, de mettre fin à la guerre et préparer l'avenir politique du pays. Et de fait, il y a eu une forme de légitimité comme ça, de fait, pour les participants au dialogue et les autorités investies le 30 juin 2003 pour la transition. C'est une légitimité de fait, mais il y en a. Parce qu'il faut qu'on essaye de préciser la chose. La légitimité, c'est une qualité d'un pouvoir, hein, à être conforme aux aspirations des gouvernés. Je dis bien aux aspirations du gouverné. Il s'ensuit qu'une telle légitimité doit avoir l'assentiment général et l'obéissance aussi totale de la part des citoyens. Mais lorsqu'il y a crise de légitimité, c'est-à-dire lorsque les souverains primaires contestent maintenant le fondement d'une légalité, ipso facto, la légalité tombe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 2 ans durant, le peuple a attendu voir quelques réussites claires, quelques réalisations concrètes de la transition. Ne voyant pas venir les attentes, les aspirations, les résultats escomptés, le peuple conteste maintenant les biens fondés d'un tel système, donc de 1+4 et de l'accord global. Pas l'accord global, mais bon, les acteurs de la transition. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la population met en cause, reprend d'une manière ou d'une autre la légitimité qu'il avait accordée. Et là, on peut évoquer les problèmes de la légalité, ça peut toujours faire sujet à interprétation. Mais quant à cette possibilité de prolonger la transition, qu'on soit partisan de l'interprétation téléologique, ou même si on est de l'école de l'exégèse, est-il que cette possibilité existe? Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, si on prolongeait aujourd'hui telle transition, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire durant 24 mois, donc 2 ans, qu'on le fera dans 12 mois, donc 6 mois fois 2? Quand on sait que les réalisations, les attentes du peuple sont pléthores pour cette transition. Vous pensez que dans 12 mois, on arrivera à résoudre les problèmes de l'armée qui est fondamental? Vous pensez que dans 12 mois, on arrivera à faire tous les recensements et on arrivera aussi quand même à donner quelques pulsions sociales comme ça au peuple? Si on n'arrive pas, croyez-moi, nous allons encore tomber dans la déchirure. Moi, j'ai une position claire dans cette histoire-là. À l'origine, déjà en 2003, nous avons trouvé irresponsable, alors là, irresponsable, le fait d'accepter une transition biennale. Le pays est sorti d'une crise terrible. Quand on est responsable, on doit reconnaître que 2 ans étaient insuffisants pour réussir une transition. Mais comme nos compatriotes qui étaient à Sun City n'avaient qu'un seul souci, les pouvoirs, ils n'ont pas vu que les temps allaient les rattraper. 2 ans, c'était insuffisant, il faut être honnête de le dire. Comme aujourd'hui, sans analyse, ils sont en train de se précipiter en cherchant l'octroi d'une rallonge 2 fois 6 mois. Et je vous dis encore, c'est insuffisant. Je l'ai dit aujourd'hui, retenez la date, s'il arrivait que cette prolongation ait lieu. Dans 12 mois, vous verrez les problèmes. Pourquoi? Parce que globalement, nos hommes politiques ne s'accordent pas. Il y a une volonté délibérée de ne pas sortir le Congo de cette crise. À mon sens, sortir de la crise, c'est perdre certains privatalex, ce qu'on appelle privilèges.
Et beaucoup craignent ça. Or, il faut rassurer tout le monde. Il faut rassurer nos compatriotes. Bon, vous m'avez posé la question de savoir, et les 30 juin, qu'est-ce qu'on fait? Et il me semble que vous avez soutenu qu'il y a un parti politique, à l'occurrence l'UDPS, qui soutient, vous avez dit... que le 30 juin 2005 à minuit, le système actuel 1+4 tombe. Bon. Ah, mais maintenant, les matins, le 1er juillet 2005, ce système sera remplacé par quel autre système ou quelle solution? Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu à cette question-là? Ah, c'est ça la question. Tout le monde souhaite que 1+4 tombe le 30 juillet 2005, mais personne n'a encore proposé une solution concrète au remplacement. Mais il me semble que j'ai entendu soutenir quelque part que certains évoquaient la relance du processus de la conférence nationale souveraine, il me semble. C'était aussi une proposition. De qui? Bon, c'est l'UDPS qui soutient. Voilà. Mais je vais quand même là, en vous regardant dans les yeux, et dire des choses à mes compatriotes au pays. Je ne vais pas rentrer en guerre ou en querelle contre tel ou tel homme politique ou contre tel parti. Mais l'idée du retour, de recourir à la légalité constitutionnelle de la conférence nationale, c'est une idée que l'UNIR-MN a émise en 2003, en janvier. Et en janvier, tout juste après que l'accord global a été adopté en 2002, et nous avons, parce que l'UNIR c'est sa méthode de travail, lire les textes, interpréter et sortir les incohérences. Et nous avons relevé qu'il y avait une illogique institutionnelle et l'incohérence fonctionnelle dans la structuration politique qui est issue de cet accord global, donc les 1+4 avec les systèmes de composantes. Et là, ce n'était pas encore mis en œuvre. Ça devait être mis en œuvre au mois de juin 2003. Dans cet ouvrage de l'UNIR-MN, Congo Zaïre, notre cause, publié janvier 2003, vous prenez de la page 37 à 47, nous avons préconisé, avant la mise en place des institutions de la transition issues de l'accord global, qu'on recourt plutôt à la légalité constitutionnelle de la transition dans notre pays, issue de la conférence nationale souveraine, pour mettre fin aux querelles du pouvoir, aux problèmes de l'exercice de la fonction présidentielle, les problèmes du gouvernement. Pour nous, c'est le cadre juridique qui nous permettait de sortir de cette impasse. C'était les dispositions de la conférence nationale souveraine. Alors, Monsieur le Président, je suis fier aujourd'hui. Ça vous interrompt. Si je comprends bien, avec Tshisekedi, du Premier ministre, puisque qui dit conférence nationale souveraine, en fait, la conférence avait élu un Premier ministre. Donc, si je comprends bien, nous allons revenir à... Monsieur Bonjala, oui. Le problème au Congo, c'est que souvent on est un peu minimaliste. Lorsque j'évoque le problème des recours à la légalité, je parle du cadre. Oui, la conférence nationale avait installé aussi des institutions. Un cadre, voilà, c'est les cadres. C'est les cadres, bien sûr. Et là, dans l'ouvrage, tout ça est dit. Même les systèmes, nous sommes allés même au-delà. Parce que même durant cette période de transition, nous avons proposé la nomination, comment serait désigné le président de la République de la transition. Non pas par élection directe, par les suffrages directs, mais par un collège réuni à l'Assemblée nationale, donc au Conseil de la République, Parlement de la transition. Et ça pouvait aussi faire taire la querelle de la légitimité du pouvoir. Bon, vous dites, pourquoi vous voulez toujours, à chaque fois, nommer un homme? Vous parlez de M. Tshisekedi. Je pense qu'il mérite aussi à diriger, à être à la tête des institutions comme tout Congolais. Mais lorsque l'UNIR-MN évoque le recours à cette légalité, il parle du cadre. Bien entendu, depuis la fin de cette période-là, depuis 1997, ce qu'on appelle en Belgique 97, il y a quand même l'émergence d'une autre classe politique qui est là. On ne doit pas ignorer cette existence-là. C'est concret, cette existence. Mais lorsque nous faisons appel au cadre juridique de la conférence nationale, c'est uniquement pour organiser les pouvoirs. Mais maintenant, la question des hommes, c'est autre chose. C'est vrai que nous voulions un président de la République élu au Conseil de la République et Parlement de transition,
et un Premier ministre nommé, pas élu. Parce que vous savez, un Premier ministre élu, vous avez vu la querelle, la diarchie que nous avons vécue au Congo, Zaïre à l'époque, entre les premiers ministres et les présidents de l'époque. Il faut éviter qu'il existe une diarchie au sommet de l'État. Qu'est-ce que nous avons proposé pour faire taire cette querelle de diarchie? C'est que les premiers ministres seraient proposés par la conférence nationale souveraine, mais nommés par le président de la République. Nous souhaitons qu'il y ait la prééminence du président de la République. Il ne faut pas jouer avec ça, si nous voulons stabiliser les institutions. Mais c'est bien dit dans notre proposition que le président ne nommera que la personne proposée par la conférence nationale et qui ne sera pas de sa famille politique, la famille politique du président. Ça, nous l'avons dit. Mais nous l'avons dit avant la mise en place des institutions de la transition. Il est là. Si le président de l'UDPS l'a soutenu récemment, je lui rends hommage. Il n'a fait que relancer une idée que l'UNIRMN a déjà soutenu, écrit. Et je ne dis pas, vous savez, M. Bonjala, ça fait depuis un temps que l'UNIR n'est pas partisan de la tradition orale. Le monde a évolué, le monde est moderne. L'UNIR, c'est la tradition écrite, preuve, trace. Et tout est là. Voyez? Et cet ouvrage, il est à Kinshasa. Tous les compatriotes, hommes politiques, dirigeants de la République ont cet ouvrage. Moi, avec ma petite culture, lorsque quelqu'un a écrit quelque chose, lorsque je le cite, je fais référence à cet écrit, je dois citer la personne. Peut-être par oubli ou par un problème de l'imprimerie, on n'arrive toujours pas. Mais est-il qu'il faut rendre hommage à celui qui a émis l'idée. Aujourd'hui, M. Bonjala, que ce soit sur les institutions de la République, de la Troisième République, les systèmes du gouvernement, vous verrez que ce sont les propositions de l'UNIRMN qui sont retenues. Un État décentralisé, unitaire, décentralisé, ça, vous le trouvez dans les projets cadres de l'UNIRMN. Et tout ça, il est à Kinshasa. Je suis fier. Voilà au moins si on peut dire un parti, un grand parti. Un grand parti ne se résume pas qu'au nombre d'adhérents. Et qu'au Congo, vous savez, on ne peut pas aussi vérifier. Un parti politique, c'est un parti qui propose des solutions à la population. Et ces propositions-là, on les soumet concrètement. Moi, je suis désolé de les dire, que ça m'effraie d'entendre les gens parler des programmes politiques, mais sur la place publique, je ne trouve aucun projet des partis politiques au Congo. Un projet de société, ce n'est pas quelque chose qu'on cache dans un tiroir. Nous l'avons fait. Nous sommes là. Et même lorsque j'ai soutenu, à l'époque, je crois avoir fait une émission avec vous, le problème, la résolution de la crise des Grands Lacs, démontré, A plus B, projet de l'UNIRMN. Personne ne peut nous le contredire. Mais les autres, oui, vous dites, tel a soutenu, tel a soutenu. Mais vous remarquerez que jusqu'à aujourd'hui, on ne fait qu'emboîter les pas de l'UNIR. Monsieur le Président, nous sommes à 2 mois de la date fatidique du 30 juillet 2005. Faut-il convoquer une rencontre entre les hommes politiques? Faut-il convoquer une autre conférence nationale bis pour installer un nouveau Premier ministre et un nouveau chef de l'État? Qu'est-ce que vous proposez pour permettre à ceux qui nous suivent en ce moment de comprendre, de mieux saisir en fait la démarche de l'UNIRMN? Bon, à 2 mois. Oui, Monsieur Bonjala. À 2 mois, d'abord, je vous donne une information que je vais étayer tout à l'heure. Dans peu de temps, je vais envoyer une délégation au pays. Je crois que ce sera une délégation conduite par le secrétaire général de l'UNIRMN pour remettre les propositions concrètes sur la sortie de la crise au Congo. L'UNIR a toujours travaillé comme ça. Et ces propositions-là, nous allons d'abord les remettre aux partenaires historiques du Congo, Zaïre, qui nous aident tant bien que mal à sortir de cette impasse. Nous le ferons. Bon, vous comprendrez que je ne peux pas ici énumérer tout, mais je peux déjà vous lancer quelques pistes. Les projets IA. Si nous arrivons le 30 juin, comme vous le dites, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous savez, qu'est-ce qui a jeté aujourd'hui les troubles dans la conscience des gens? C'est les propos tenus par le président de la transition. Je ne vais pas lancer d'anathème contre lui ou contre qui que ce soit. Ce que je suis en train de dire là est grave, c'est-à-dire les hommes politiques au Congo doivent devenir des responsables, même dans leurs déclarations, dans leurs engagements publics.
il faut faire attention. Vous savez la phrase du président de la transition selon laquelle, si le 30 juin, on ne fait pas d'élection, j'ai fait démissionner tout le monde. A jeté un trouble terrible et aujourd'hui, ce que nous voyons là, ce ne sont que des conséquences de ces propos. Et vous remarquerez qu'il y a eu une contradiction terrible entre d'un côté un président de la transition qui soutient le 30 juin, c'est la date limite, parce qu'on ne fait pas démissionner un gouvernement lorsqu'on sait qu'on a des possibilités de rallonge. Lorsqu'il a dit, il savait de quoi il parlait. Il a dit, il a soutenu que les 30, voilà. Et de l'autre côté, vous attendez le président de la commission électorale indépendante soutenir, ouais, il y a possibilité de rallonger. Comment voulez-vous que les peuples s'y retrouvent et comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux de telles attitudes? Le trouble est là. Bon, maintenant, on doit choisir. Tout ce que l'UNIRMN veut éviter, c'est une crise qui aura des répercussions fâcheuses sur notre population. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, notre population paye un lourd tribut. Le peuple a beaucoup saigné. Il continue à saigner. On dit l'apocalypse viendra le 30 juin. Non, l'apocalypse est déjà là. Ce peuple-là vit dans l'apocalypse. Après l'apocalypse, ce sera l'effacement total. Ce sera peut-être Sodome et Gomorrhe. Tout est effacé. Or, il faut éviter qu'on en arrive là. Il faut que nous trouvions des véritables solutions pour mettre fin à ce qui est attendu comme crise majeure. Mais président, lesquels? Et pour cela, j'arrive, et pour cela, M. Bonjala, je crois que dans un élan de responsabilité, nous devons écouter les uns les autres pour l'unir. Dans les propositions que nous abordons, vous savez, ceux qui soutiennent que le 30 juin, on met fin, mais on remplace par quoi? Voilà. Avec quels moyens? C'est ça la grande question. L'autre côté, je suis écœuré d'entendre certains partis au pouvoir dire « nous allons négocier ». Bon, on négocie quoi? Mais entre tout ça, c'est qu'on oublie quelle est la position du peuple sur ces questions-là. Ça, on ne les dit pas. C'est toujours les querelles des hommes politiques. Bon. L'UNIR estime, pour sa part, que nous ne devons que trouver une issue politique. Mais pour nous, l'issue politique ne veut pas dire reconduire 2 fois 6 mois. C'est de la bêtise encore, excusez-moi les termes. 2 fois 6 mois. C'est pour essayer d'organiser les élections. D'accord. Mais est-ce qu'on arrivera à résoudre les problèmes de l'armée? Est-ce qu'on arrivera à restaurer l'autorité de l'État? Est-ce qu'on arrivera à régler la crise qui saigne la région des Grands Lacs? Et aussi une chose, M. Bonjala, depuis que la transition est là, je n'ai entendu nulle part où on évoque les sorts du peuple. Depuis 2003, date officielle, donc juin 2003, jusqu'à aujourd'hui, nous parlons des problèmes qui n'ont qu'une dimension politicienne. L'âge du président de la République pour les élections, la question de la nationalité, alors que ces questions, la République du Congo-Zaïre ne date pas de 2003, ni du 17 mai 1997. Antérieurement, il y a eu des choses qui existaient. On peut recourir, on pouvait même, en question de la nationalité, reprendre ce qui ont déjà été. Dans notre pays, les lois antérieures n'ont jamais exclu une partie de la population de la nationalité congolaise. On a perdu beaucoup de temps sur ces questions-là et on a oublié quelque chose d'important, l'essor du peuple. C'est pourquoi le peuple ne veut pas entendre parler du rallonge et tout ça, parce qu'il n'y a eu aucun impact de la politique durant 2 ans sur leur sort social. Donc, les souhaits de l'UNIR, c'est que si on doit ouvrir les négociations, c'est-à-dire si on doit prolonger cette transition, mais pas 2 fois 6 mois, c'est insignifiant. Il faut maintenant que, en dehors des questions dites politiques uniquement, les problèmes des élections, les problèmes des recensements,
il est temps que nous incluions une dimension un peu sociale, mais de manière temporaire. C'est ce que j'appelle un programme minimum social. Vous savez, lorsque vous voyez dans un grand pays comme le Congo-Zaïre, un pays qui est assis sur un des plus grands bassins hydrologiques au monde, mais dans ces pays-là qui est assis dans l'eau, le peuple n'a pas d'eau potable. C'est un problème grave. Et dans ces pays-là qui a un des plus grands barrages hydroélectriques, parmi les plus grands au monde, nous avons ce qu'on appelle les problèmes de délestage des courants domestiques. Je ne dis pas que ce sont des problèmes qu'on doit résoudre comme ça, avec un coup de baguette magique. Mais il fallait déjà essayer un peu de commencer à alléger un peu la souffrance du peuple. Depuis tous ces temps, nous n'avons parlé, ils ont parlé que des problèmes à dimension politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Bonjala, si les peuples n'acceptaient plus ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'en dehors des questions politiciennes, il n'a pas vu son compte. Il est temps que nous y pensons. S'il faut rallonger 2 fois 6 mois uniquement pour faire les élections, alors c'est absurde. Je vais vous raconter quelque chose qui vient de se passer mardi passé en Irak. Le secrétaire américain à la Défense, Rumsfeld, qu'est-ce qu'il dit? Nous croyons que les élections pouvaient résoudre la crise en Irak. Mais malheureusement, aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas une stratégie de sortie de crise en Irak. C'est pour dire aussi à nos compatriotes, aux hommes politiques, l'élection ne doit pas être le leitmotiv de tout. Tenez, en 1960, au mois de mai 1960, nous avons eu des élections législatives qui ont permis l'accession à la primature d'un des présidents d'honneur de l'Union humaine, sont le regretté Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, et le président Kasavubu, président de la République. Mais on a vu, comme les élections ont été faites dans un contexte politique de crise. Le 24 novembre 1965 est arrivé. C'est pour dire que les élections, si ce n'est pas préparé, si le pays n'est pas pacifié, si nous n'avons pas retrouvé l'âme de la République, on aura beau faire des élections, ça ne résoudra rien. Et nous risquons aussi d'avoir une autre 24 novembre. Or, il faut éviter ça. Moi, je pense qu'il est temps que nous essayions plutôt, si il y a possibilité de faire des véritables négociations sérieuses, politiques, dire au peuple ce que nous voulons faire et ce qu'on doit faire, avec un véritable timing chronométré, avec des véritables projets. Je crois que les peuples là peuvent encore attendre. Vous savez, c'est facile de dire, oui, nous avons fait 20 ans de transition, il n'y a rien. Mais je préfère qu'on continue, mais dans la sérénité, qu'on trouve les véritables projets, au lieu de dire, oui, on fait des élections, mais si les élections ne résolvent pas la crise, qu'est-ce qu'on fait? Tenez, je vais vous dire une chose. Vous savez, si on veut faire ne serait-ce que les recensements des populations, parce que maintenant, l'Union humaine s'oppose à ce que les recensements ne concernent que les populations congolaises à l'intérieur de la République. À l'extérieur, il y a aussi des Congolais, des Aïrois qui sont là. Il faut les recenser tous. Dans notre démarche, si aujourd'hui on arrivait à élaborer un timing chronométré, si on fait les recensements qui nous prendra facilement 1 an, à l'issue de chaque recensement, il faut délivrer aux populations une carte nationale d'identité biométrique. C'est-à-dire qu'avec les signalétiques biologiques d'une personne, pour éviter plus tard des triches. Et à l'extérieur, nos compatriotes qui sont à l'étranger, le recensement permettra à ce qu'on leur délivre ce que j'appelle des cartes consulaires. On saura qu'ils sont là. Les élections pourront venir après. On ne peut pas aujourd'hui là se lancer. Ceux qui nous disent, oui, les élections, comme je l'avais dit en 2004, au mois d'octobre, ce sont des gens qui vendent l'illusion. Et aujourd'hui, même les Occidentaux, nos partenaires historiques, ont compris que les élections ne peuvent pas déjà avoir lieu là, en juin 2005, là, et je ne pense pas que même 1 an, on aura des élections crédibles. Mais à ce propos, Monsieur le Président, essayez un peu de quantifier. Oui. Quelle est la période minimum proposée par l'INI capable de résoudre les problèmes de transition? Est-ce 2 ans, non, 3 ans, 5 ans? Monsieur Bonjala, je vous l'ai dit,
vous êtes un compatriote. En m'adressant à vous, je m'adresse à tous mes compatriotes qui sont au pays. Je ne suis pas un marchand d'illusions. Je suis un homme responsable, un natif de 1960 qui a vu tout ce que le pays a fait. Et je suis saigné. Comme vous, nous sommes écrasés par la douleur de la misère de notre pays. Ne faisons pas des choses comme ça, de manière précipitée et inconsidérée. L'UNIR a proposé ce qu'elle appelle une véritable alternance quinquennale. Vous savez, ça peut vous paraître long, mais vous avez vu, le temps nous a rattrapés. 97 jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 7 ans. Mais si dans 7 ans, on avait mis de bonnes choses, de vrais projets, je crois qu'on aurait pu résoudre la crise. Donc si on comprend bien, pour l'UNIR, il faut une transition de 5 ans. Il faut quinquennal, c'est-à-dire qu'une alternance, le mot transition là, bon c'est vrai que lorsque nos compatriotes l'entendent, ça les choque. Mais je vous dis, résoudre l'armée, faire une armée nationale, faire les recensements, restaurer la paix de la République, la réconciliation, résoudre la crise des Grands Lacs, je vous dis, en vous regardant, droit dans les yeux, ceux qui vous disent, prolongeons 2 fois 6 mois, ils vous vendent de l'illusion. Et ceux qui vous disent, oui, il y aura un brassage, il y aura l'apocalypse à Kinshasa, on doit faire attention. Nous devons répondre en responsable, un véritable programme chronométré. Et nous prendrons la communauté internationale en témoin. Moi et l'UNIR, nous ne sommes pas des partisans qui renient les pactes sunt servanda. Lorsqu'on signe un pacte, on les respecte. Et maintenant, lorsqu'on signe, il faut prendre les peuples en témoin. Pour sortir de cette crise-là, je peux peut-être choquer, mais je me mets à contre-courant. Ça peut peut-être porter préjudice à l'UNIR humaine, mais parce que je ne pense que du bien pour ces pays-là, nous avons besoin d'un véritable programme clair de 5 ans. Alors, Monsieur le Président, si, pour permettre à ceux qui nous suivent en ce moment de bien retenir, l'UNIR MN propose que les 2 fois 6 mois, c'est insuffisant. Vous proposez plus ou moins 5 ans. Ça, c'est 1. Et de 2. Non, là, vous allez vite, vous allez court, là. Hein? Non, puisque les peuples qui nous suivent en ce moment voudraient peut-être savoir... Justement, ce que je vais dire à ces peuples-là. Oui. On vous demande 2 fois 6 mois. Et lorsqu'on voit tout le travail qui reste à faire, vous savez que même les lois électorales ne sont pas encore achevées. C'est que si ces lois électorales sont terminées, adoptées, ça peut permettre maintenant à relancer soit les recensements. Et ça, ce n'est pas encore fini. Et la Constitution, là, n'est même pas encore finie, n'est pas encore adoptée. Mais comment voulez-vous 2 fois, ça dit 12 mois. Vous savez, 12 mois, dans des pays respectés, dans des pays responsables, c'est la durée moyenne pour même faire une loi, vous savez. Vous savez, les navettes d'une loi, c'est même 1 an, ne serait-ce que pour faire une loi. Mais lorsqu'on nous propose 2 fois 6 mois, et après, à l'issue de 12 mois, qu'est-ce qu'on va nous dire? On n'a pas pu et on fait quoi après 12 mois? Non. Soyons responsables. Dites la vérité au peuple, comme moi je vous l'ai dit. L'UNIR a fait des propositions et nous avons nos projets. Nous estimons que même un projet pour une période de transition, les temps c'est quelque chose. On ne peut pas jouer avec les temps. Avec 5 ans, je crois que nous pouvons déjà commencer d'un côté ouvrir des chantiers politiques comme on l'a déjà commencé à faire. Hein. Ils sont restés comme ça. Il y a quand même des petites choses qui sont faites, hein, d'accord? Mais il faut aussi déjà commencer à lancer des petits chantiers sociaux. Ne jouez pas avec ça. Et ce n'est que cette combinaison-là permettra au peuple de voir un peu quelques lueurs. Vous savez, l'armée qu'on nous dit, c'est le gage pour qu'il y ait de bonnes élections. Quoique je trouve ça un peu absurde. L'élection, c'est l'affaire de la police. On aurait plutôt parlé d'une bonne police pour superviser les élections comme on voit dans tous les États. Mais bon, nous, on parle de l'armée. Bon, d'accord. Mais la question de l'armée, je crois qu'on reviendra peut-être. Oui, il est prévu, on va en parler. On reviendra, j'en parlais pas. Mais si on n'a pas l'armée, c'est une volonté délibérée des composantes actuelles, surtout dans l'espace présidentiel. Mais, Monsieur le Président, prenons l'hypothèse où votre proposition d'un programme de 5 ans passe, mais il reste un grand problème des animateurs. Faut-il maintenir ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui 1+4? Faut-il revenir aux institutions de la conférence nationale souveraine, comme vous avez dit tout à l'heure? Mais selon vous, quels sont les profils
des hommes ou des animateurs de ces programmes de 5 ans. Est-ce qu'il y a moyen de nous définir un peu les hommes qui peuvent faire partie de ces programmes de 5 ans? Faut-il que les mêmes hommes se présentent aux élections ou bien ceux qui vont diriger ces programmes de 5 ans ne se présentent pas aux élections pour assurer une certaine neutralité? Monsieur Bonzala, je vais vous dire quelque chose là que je n'avais pas dit, mais seuls nos partenaires de l'UDPS Belux le savent. Je suis content d'entendre aujourd'hui les gens dire, beaucoup des organismes et des partis au Congo, que les personnes qui doivent diriger une telle transition doivent prendre l'engagement solennel de ne pas être candidats aux élections post-transition. Ça, c'est une proposition que j'ai formulée à nos amis de l'UDPS Belux. Et je l'ai fait au mois de juillet 2003 dans un document dit « Proposition pour une transition quinquennale ». Vous savez, on ne peut pas être jugé parti. Vous savez ce qui pose aujourd'hui problème? Je ne dis pas qu'il faille écarter les tenants actuels. Mais qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Lorsqu'on est au pouvoir et on veut préparer des élections, on prépare sa succession. Normalement, ceux qui dirigent la transition ne devraient normalement pas être candidats, ne s'occuper que de la transition. Mais on me dira que c'est de l'utopie. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut essayer de rassurer tout le monde, de voir, vous savez, même parmi ceux qui gouvernent aujourd'hui, tout le monde n'est pas mauvais. C'est la République. L'unir prône la réconciliation. On ne va pas commencer déjà aujourd'hui là à jeter d'anathème, à exclure, mais nous allons quand même tenir compte de beaucoup d'éléments. Vous savez, des gens qui ont des sérieux problèmes des droits en justice, et tous ces genres de choses-là. Bon, il faut quand même faire attention à mettre ces gens-là dans la gestion de la chose publique. Mais il faut les rassurer, il faut rassurer tout le monde. Je crois qu'il faut un nouveau dynamisme, mais ce nouveau dynamisme-là ne peut aller qu'avec un nouvel état d'esprit, avec une nouvelle psychologie. Nous devons aimer le Congo-Zaïre. Aimer le Congo-Zaïre, c'est-à-dire des fois faire abstraction à ses intérêts personnels. Or, aujourd'hui, on n'en voit pas. Les projets tels que l'UNIR les propose n'excluent personne. Ça nécessite des véritables pourparlers. Vous savez, si je me mets là à les détailler, c'est beaucoup. Et je garde quand même, vous comprendrez, la primeur aux partenaires, bon, au peuple. Je l'ai dit, l'UNIR propose une véritable programme quinquennal, avec des modifications institutionnelles et structurelles, dans lesquelles nous devons lier logique institutionnelle et cohérence fonctionnelle, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas les choses fonctionner. Et dans ces projets-là, nous sommes au moins sûrs que nous allons résoudre beaucoup de choses. L'armée, le recensement, dénombrer la population, ouvrir de véritables négociations claires avec les pays en belligérance avec le Congo-Zaïre. Mettre une armée capable de répondre à toute agression. Et ça, nous avons les moyens. Je crois qu'on reviendra sur l'armée, mais nous avons les moyens en nombre, de qualité. Détrompez-vous. Le problème des Congolais, c'est que les Congolais qui dirigent sous-estiment ses compatriotes. On n'avait même pas besoin, nous, d'évoquer. Écoutez, il y a des pays que je ne vais pas citer, certains pays africains qui, aujourd'hui, sont en train de diriger nos centres de formation. Quelle honte. Il y a à pleurer. Il y a à pleurer. Nous avons tous les techniciens dans l'armée. C'est un nouvel état d'esprit qu'il nous faut, une nouvelle psychologie, et vous verrez, je vous dis, 5 ans c'est beaucoup, et nous aurons une armée là efficace, capable de répondre à tout appel. Oui, M. le Président, j'en profite, comme vous parlez de l'armée, et que nous entrons dans ces chapitres-là en ce qui concerne pour une armée. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions avoir une armée républicaine? Quelles sont les propositions de l'UNI MN à propos de l'armée républicaine? Une armée très forte et capable de défendre les 2 345 000 km² du territoire national. Bon, Monsieur Bondala, je m'adresse à vous, donc je m'adresse à mes compatriotes au pays comme ceux qui sont à l'extérieur. La première des choses que nous devons faire, c'est d'abord dépolitiser l'armée, qui aujourd'hui est politisée malgré elle.
Et je l'ai dit dans un message, le Congo-Zaïre ou les républiques démocratiques du Congo, aujourd'hui, n'est pas une nation qui dispose d'une armée. C'est une faction comme ça hétéroclite, propre à la logique des composantes qui dispose de la nation. Il faut dépolitiser l'armée. Il faut couper les liens entre les partis politiques et l'armée. Donner confiance à nos hommes, nos militaires qui sont aujourd'hui, qui ont connu une diaspora terrible au pays, partout. Et ces gens-là n'attendent qu'un véritable signal. Pour anecdote, vous avez vu au mois de décembre, lorsqu'il y a eu une nouvelle incursion à l'est de l'armée rwandaise, l'UNIR a fait une déclaration solennelle dans laquelle il mettait tous les hommes, ce qu'on appelle sa branche armée au service de la nation. Les gens m'ont posé la question pourquoi vous l'avez fait. Effectivement, il y a quelque temps, les institutions de la République ont envoyé partout en Afrique des ministres, des fois c'est même un ministre qui n'a pas compétence en matière de l'armée. On les a tous envoyés à Bruxelles, en Belgique, au Congo-Brazzaville, soi-disant pour essayer de convaincre ces hommes-là de rentrer au pays. Mais la démarche était autre, parce que nous savons que ce n'est pas la première fois. C'était plutôt une démarche à débaucher les gens. Mais je vais vous dire, les militaires qui ont accepté de faire partie de l'UNIRMN, c'est-à-dire qui sont d'obédience de l'UNIRMN, je vous dis, ce ne sont pas des gens qui sont là faciles à corrompre. S'ils voulaient être corrompus ou accepter un débauchage, ils n'accepteraient pas l'exil. L'exil qui est difficile pour eux. Mais parce qu'ils tiennent à leur patrie, à leur nation, ils ont fait échouer toute tentative de récupération, mais avec leur parti, ils ont dit qu'ils étaient prêts à répondre à l'appel de la nation. Mais, Président, à ces propos, on vous accuse d'entretenir une armée... Je n'entretiens rien. Oui, on vous accuse d'entretenir une armée à l'extérieur. Non, si, non. Pour préparer peut-être un coup d'État. Puisqu'il y a en fait, beaucoup de militaires qui sont à l'extérieur n'écoutent que vous. Non. S'ils ne rentrent pas, peut-être vous n'avez pas encore leur donné l'équitis de rentrer au pays. Monsieur Bonjala, je vais vous répondre tout à l'heure là. Pourquoi l'UNIR a accepté aussi cette reconnaissance légale? Parce que nous avons dit, avec l'autorité en place, il faut que des négociations, des discussions soient des discussions officielles. Je ne peux pas comme ça dire entretenir des hommes pour aller déstabiliser ces pays-là. Non, j'ai encore les miens qui sont là, qui souffrent. Ce n'est pas l'objectif de l'UNIRMN. L'autre objectif, c'est que, souvenez-vous, je vous avais dit l'année dernière qu'en février 2003, j'avais envoyé des hommes au Congo, à Kinshasa, pour implanter, notre parti politique à Kinshasa. Je vous l'ai dit, vous savez, moi je suis un homme endeuillé, je suis un homme poursuivi par ma conscience, par ce qui est arrivé aux hommes civils et militaires de l'UNIR qui sont allés à Kinshasa. Sur 40, la plupart sont disparus. Je suis un juriste, je ne peux pas parler de mort, il faut constater une mort. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont disparus. On pouvait être aussi fou, répliquer, croyez-moi. Croyez-moi. Mais on gagnera quoi? Notre pays qui est mort comme ça. Notre objectif, c'est main dans la main les reconstruire. Les militaires de l'UNIR ont dans toutes les composantes, que ce soit les militaires qui sont RCD, MLC ou ce qu'on appelle les gouvernementaux, ils ont leurs collègues là-bas, ils se connaissent. Et notre objectif, ce n'est pas de faire la guerre quoi que ce soit, mais simplement, nous n'accepterons pas qu'on nous dérange, qu'on nous attaque. Si nous avons demandé la légalité, cette légalisation, c'est pour discuter. C'est pour que tous les fils du pays, comme une forme d'exodus, que tous les enfants du pays regagnent la patrie. Tel est notre objectif. Et M. Bonjala, vous savez, j'ai mal de voir aujourd'hui tout le monde, et même ce qui est le plus choquant, les rebelles qui sont en train de sévir en Ituri, de sévir en Ituri.
lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, ils sont auréolés, reconnus dans l'armée nationale. Et les militaires qui ont fait des preuves, vous savez, souvenez-vous, monsieur Bunjala, ce sont les ex-forces armées zaïroises que vous dénigrez aujourd'hui qui ont mis fin aux tentatives de l'armée du colonel Kadhafi au Tchad. Souvenez-vous, à Béché, Faya Largeau, c'était les forces armées zaïroises. Et beaucoup, il y en a qui sont avec nous, d'autres sont partout, c'était les forces armées zaïroises. Souvenez-vous, à ceux que vous appelez 90, en 90, qui ont essayé un peu de remettre l'ordre à Kigali, sous les commandements du général Mayele. C'était ces forces, ces ex-forces armées. C'est lui qui vous dit, nous sommes incapables de faire une armée, c'est parce qu'ils ont peut-être des calendriers cachés. Mais nous avons des hommes qui sont là capables à répondre à l'appel de l'histoire. Pourquoi? Je vais vous dire encore. Lorsque j'ai vu les hommes politiques téléguidés, envoyés en mission, par exemple à Brazza, ailleurs, pour essayer de discuter avec les hommes politiques et les militaires, j'ai eu contact avec ceux qui sont d'obédience unirémène. Et je suis allé moi-même pour vous dire la responsabilité de l'UNIR et de son président. Je suis allé, j'ai vu moi l'ambassadeur du Congo à Paris, M. Angoulou. Les problèmes se posent au pays, il faut que tous les militaires rentrent au pays, mais dans de bonnes conditions. Et je suis venu, vous êtes les représentants de la nation. Voilà, l'UNIR propose à ce que ces militaires-là rentrent, mais dans de bonnes conditions. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril. L'excellence ambassadeur m'avait promis la suite. Voilà la responsabilité de ceux qui tiennent le Congo. Peut-être ce n'est pas lui. Lui, il m'a montré toute sa bonne foi. Que oui, monsieur le président, ce que vous avez fait, c'est une démarche encourageante. Je transmettrai et on fera. J'ai cru un moment au sens de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Mais croyez-moi, ça me fait mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, un ministre qui est allé au Congo-Brazzaville, par exemple, les militaires lui ont dit, si on n'organise pas, si on ne fait pas les choses comme il faut, mais vous voulez quoi? Que nous rentrons au pays comme nous étions sortis? Mais notre président n'accepte pas ça. C'est un homme du droit, un fils de la République. C'est pour cela, j'ai dit, il faut un véritable plan. Et ces plans-là, pour refaire l'armée, mettre en place une armée, vous verrez dans nos propositions que nous avons faites à nos partenaires historiques de la CIAT, on va le faire là, et nous le ferons cette fois aussi avec nos compatriotes, partis politiques qui sont sur place et ceux qui sont au gouvernement. Il y a des choses. Parce que si on n'a pas l'armée, c'est par la volonté délibérée de certaines composantes. Alors il faut dépolitiser l'armée. Il faut couper les cordons ombilicaux entre les politiques et l'armée. Et maintenant, ouvrir des véritables négociations avec des partenaires historiques qui ont démontré, qui nous ont toujours aidés à l'époque pour la réforme de notre armée. Bon, j'essaie ici, c'est devenu même insultant de parler du maréchal Mobutu, mais je les cite. Souvenez-vous, mais avant 65, il y a eu des troubles, ça encore c'est rien, parce qu'ici c'est de l'aventurisme. Hein. Mais ce qui s'est passé de 60 à 65, c'était terrible. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons aussi des pays extérieurs qui sont impliqués dans la crise. Mais à l'époque, c'était des véritables multinationales identifiées. Et vous avez vu la sécession. Mais malgré ça, qu'on le veuille ou pas, le maréchal, à l'époque, le lieutenant, le colonel Mobutu, a essayé de mettre en place une armée. Je ne parlais pas de toute sa politique. Je me limite à cette dimension-là. En 1963, nous avons vu, pour la première fois, des paracommandos. Premier bataillon qui a été fait à défiler à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous pouvons les faire. Simplement, nous avons aujourd'hui nos aînés qui ont vécu ces périodes-là troubles. Dans un journal potentiel, j'ai vu que ceux qui ont participé à la lutte pour l'indépendance de notre pays ont lancé un message. Et je demande à tout le monde, malheureusement, je n'ai pas vu leur signature. Vous savez, il faut éviter l'anonymat. Vous savez,
On dit, bon, c'est une lettre de nos anciens qui ont lutté pour l'indépendance, mais ce n'est pas signé. Il est temps qu'on essaye un peu d'écouter ces hommes-là. Il y en a 4, 5, 6 aujourd'hui qu'on connaît. Nous vivons une période terrible. Les élections que vous dites là, croyez-moi, ce n'est pas la panacée. Nous devons d'abord restaurer la République. Restaurer la République. Réconcilions-nous. Pensons les plaies béants là qui est en train de se gangréner. Parce que sinon, le 2 fois 6 mois que vous demandez va se solder à une déconfiture totale, à l'absence d'un véritable projet. Les propositions, nous l'avons fait, nous allons maintenant les soumettre à nos partenaires, à nos compatriotes, et vous verrez. Mais je vous dis, 12 mois, c'est insuffisant. Et aujourd'hui, aller aussi pousser la population à Kinshasa, bon, on connaîtra que du sang. Mais vous savez, c'est bien beau de commencer une guerre ou de commencer une violence. Mais l'arrêter, il faut avoir les moyens. Et ça, ce n'est pas une chose facile. Donc, je ne dis pas, je ne dis pas. Excusez-moi, si je comprends bien, vous n'êtes pas pour les soulèvements populaires que les autres partis politiques proposent pour non, c'est pas ça. Non. 2005. Non, le soulèvement que moi je souhaite, c'est pour interpeller la classe politique actuelle de changer les fusils de l'épaule. Pour ouvrir d'autres choses. C'est-à-dire? Moi, je crois que deux ans comme ça, on a vu l'échec. Mais je précise, à l'intérieur, il y a des petites avancées, même timides. Hein? Mais bon, il y en a. Mais simplement, ce qui choque, c'est l'oubli total dans la démarche politique de la dimension sociale, populaire. Et ça, la transition ne veut pas dire politicien, faire que des choses politiques. Il faut s'occuper à ça. Et si on doit ouvrir quelque chose, il faut que nous intégrons cet élément-là. Mes compatriotes qui demandent qu'il y ait un soulèvement, je comprends leur position. Je pense qu'ils ne demandent pas à ce qu'il y ait guerre. Ils demandent un soulèvement pour marquer à l'opinion, pour montrer aux dirigeants actuels que non, ce que vous faites là ne fonctionne pas et il faut mettre fin à ça, faire autre chose. Mais ce que nous devons éviter, et je l'ai dit, je sais ce que c'est la violence, c'est que nous devons éviter que ces peuples-là tombent comme ils ont tombé le 10 janvier, vous vous souvenez, ils ont tombé. J'aurais aimé même que le gouvernement, que le président de la transition présente même des excuses aux familles des disparus, qu'on essaye, même si ça ne doit pas ressusciter les morts, ne serait-ce que dédommager ces gens-là qui souffrent. C'est un geste de soulagement, on aurait pu le faire. Mais bon, ces silences-là, bon, je ne veux pas juger. Mais je crois qu'il est temps que nous nous conduisons à responsables. Simplement, je vous dis que l'UNIRMN n'acceptera pas aussi les désordres à Kinshasa. Je ne dis rien, mais je vous dis que nous n'accepterons pas les désordres à Kinshasa. Les désordres pour les désordres. Si c'est pour essayer, comme partout, un mouvement pour essayer, pas pour entrer en guerre entre nous, mais pour essayer de faire changer les choses dans la sérénité, dans la confiance mutuelle, dans la fraternité, ensemble. Oui, mais simplement, dites-vous une chose. On ne doit pas changer pour remplacer une classe par une autre, sans projet, sans démarche cohérente, claire. On n'est pas là pour chercher les postes. Moi, j'en ai pas besoin. Les postes, c'est pour les postes. Non. S'il faut, à la base d'un changement, un véritable projet de société, même transitionnel. Ah oui, là, ça c'est le souci de l'UNIR. Mais s'il faut changer M. Tantapion par je ne sais qui, ça c'est pas la démarche de l'UNIR. Si ça doit être un changement, ça doit être un changement qualitatif. Tenir compte de tout. Ne pas faire table rase, mais apporter des modifications, mais avec un objectif clair, précis. Un timing chronométré, détaillé. Le peuple comprendra. Pourquoi le peuple ne comprend pas aujourd'hui? C'est parce qu'on ne lui dit rien. On dit simplement qu'on a discuté, oui, la nationalité, on donne à tel, bon, le président, il faut 30 ans, c'est ça que lui, il attend. Mais on ne lui dit pas d'autre chose. C'est là même
qu'on voit les problèmes de 6 fois 12, 6 fois 2 mois. Mais le peuple est à côté de tout ce qui se passe. Mais pour une fois, essayons un peu de parler à ces peuples-là, lui dire des choses clairement. Les pays à refaire, comme je l'ai écrit dans notre projet de société, Congo-Zaïre, là, c'est un pays à refaire. Et refaire un pays, c'est irresponsable de dire qu'on le ferait dans 2 ans. Mais simplement, il faut dire au peuple les difficultés qu'on peut rencontrer et qui demandent un temps assez important. Mais je crois que le peuple suivra. Mais si il voit aussi que ces projets-là est accompagné par des véritables avancées, par des véritables signaux. Et là, croyez-moi, les peuples peuvent nous écouter. Les peuples congolais ont accepté, ou les peuples zaïrois ont accepté beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je crois que si on leur parle clairement, pourquoi pensez-vous qu'ils réclament les élections? Je suis d'accord avec eux. Dans l'esprit de réclamer les élections. Là où j'ai dit, je suis pas en désaccord, mais je leur dis autre chose, c'est dans la faisabilité. Mais aimer les élections montre à suffisance la maturité de notre peuple. Il veut aussi démontrer que nous ne voulons plus de légitimité des faits. Nous voulons une légitimité véritablement démocratique, auquel cas l'élu doit nous rendre des comptes à l'issue de son mandat. Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas réalisé toutes les promesses, dites-vous, dans une démocratie où le pouvoir est cyclique, mais vous n'aurez pas l'onction du suffrage. Et c'est pour cela qu'il veut ça, cette élection. Ce n'est pas pour autre chose. Mais les conditions ne sont pas réunies. C'est pour cela que je leur demande de m'écouter. D'écouter leur cœur. Et pour rendre hommage au souverain pontife, dans une de ses phrases, mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. Si les choses sont claires, nous arriverons à redresser ces pays-là. Et vous avez des compatriotes qui luttent, qui proposent de véritables solutions. Mais malheureusement, l'UNIR est comme banni par les médias à Kinshasa. Il y en a beaucoup, vous savez ce qui me choque, je lis sur un tel site internet, les idées de l'UNIR, mot à mot des fois. Et ceux qui l'écrivent, ce sont les gens à qui nous avons remis nos documents, hein. Mais ils ont honte de citer l'UNIR. C'est comme si la technicité est devenue quelque chose, il faut réprimer, il faut pas accepter. Il y a un musicien zaïrois qui a dit, vous me corrigerez, je ne suis pas trop, mais je crois qu'il a dit, Koyeba Mosala Lengi. Hein? Oui, c'est qu'on ne veut pas ceux qui maîtrisent le travail. L'UNIR maîtrise le travail. Le travail est là. Croyez-moi, avec le concours de tout le monde, nous pouvons redresser ces pays-là. Yango Anana Rosenga, à tous mes compatriotes, Bayoka, la raison. N'écoutez pas ceux qui vendent de l'illusion. Écoutez plutôt les véritables projets à Mboka. Mboka ya biso. Tout ça, Koufi Mingi. Mboka mone lokwa ya biso, maya komela, to zanga. Mboka lokwa ya biso, posez-vous question. Pour ni ba mingi ya Afrique, ba koluka ko ya osomba barrage ya Inga, ce qui est en importance te. To na barrage ya Inga, mais to zanga to la kana mwenda pétrole. To koka lelo na matete mwende yalité. Na lemba mwende yalité. Ah, na Kingasani lelo maye bimite. Mayo ya biso to lingi to teka ngo même à l'étranger. Mais nous sommes dans l'eau et nous n'avons pas l'eau potable. Quelle honte quand j'apprends que moi, Namboka, Kofina typhoïde. Typhoïde, c'est la saleté. C'est-à-dire lorsque les conditions d'hygiène ne sont pas là. Biso komi okufa lokola, biloko zangi, maladie oba kufa kanango li société. Bongo bo lobby, to lobate, to réagir te, to vando beboy. Je ne pense pas. Narosenga bino, bo raisonner. Bo kanisa que mingi ba roya lobana bino, oui. L'UNIR ne promet pas ça. L'UNIR dit, mais dans la main, les projets sont là, nous allons travailler. Mais Monsieur le Président, à ce propos, qu'est-ce qui explique que chaque fois qu'on est dans l'opposition ou en tant que chef rebelle, mais une fois au pouvoir, on n'arrive pas à réaliser ce qu'on a promis au peuple? Bon, qu'est-ce qui, par là, je voudrais dire, aujourd'hui, l'UNIMN est en train de tenir un bon discours, mais le peuple dira, oui, tout c'était au Congo, à cause de l'autre. Monsieur Munjala, je vais vous répondre sereinement. Premier point, je ne suis pas dirigeant d'un mouvement rebelle. N'oubliez pas, la plupart de nos mouvements rebelles avaient
si vous voulez, un parrain extérieur. L'UNIR n'est pas un mouvement rebelle. D'accord? Segundo, je vous ai soulevé tout à l'heure que dans l'UNIR, nous ne sommes pas partisans de la tradition orale. On a dit ce qu'on a dit, on peut aujourd'hui nier le fait de l'avoir dit. L'UNIR n'a pas dit. L'UNIR a écrit, c'est-à-dire les traces sont là. Et c'est vrai, il arrive aussi aux hommes politiques pendant l'élection, pendant une période pré-campagne, de dire des choses qui ne tiendront pas. Si je ne tiens pas ces choses-là parce que j'ai eu des difficultés, j'ai rencontré des difficultés de gestion, des difficultés techniques, ça j'assume. Mais ce qui est plus regrettable serait que je ne l'ai pas réalisé par manque de volonté, c'est-à-dire je ne vais pas le faire. C'est ce qu'on est en train de reprocher aux nôtres. Avoir dit et aujourd'hui ne pas manifester une volonté de faire quelque chose. C'est ça. Je n'ai jamais promis la lune. Vous verrez dans aucun document de l'UNIR où nous avons promis le ciel, la lune. Non. Nous avons toujours prôné le travail, la sécurité juridique pour appeler des investisseurs, gage d'une relance, d'une émancipation sociale, parce que l'État ne peut pas tout faire. Nous avons besoin des capitaux étrangers. Et les capitaux ne viennent que lorsqu'il y a une sécurité juridique. Et là, l'UNIR les promet. Et autre chose. Moi, je n'ai pas... J'ai un métier. J'ai un métier. Si je demande aujourd'hui mon pays, c'est parce que là où il y a mon cordon ombilical. C'est ma patrie. Je pouvais faire aussi comme tous les gens qui aiment la facilité et dire je reste en Europe, manger, vivre. Et envoyer de temps en temps un peu de l'argent à ma mère. Mais je ne le fais pas. J'envoie, c'est vrai. Mais j'ai un souci pour ces pays-là. Partout où j'irai au monde, moi j'ai un métier. Partout. Alors si je me suis lancé en politique et laissé tout mon avenir dans la technicité universitaire, c'est parce que je suis blessé. C'est parce que je suis écrasé par une douleur. Et dis-moi, comment voulez-vous que je gifle aujourd'hui ma mère patrie? Si j'étais faiseur des miracles, je promettre l'habitant on a koya na pesi non. Et vous remarquerez, lorsque j'ai dit dans l'ouverture des négociations, j'ai parlé d'un programme minimum social, c'est-à-dire alléger la douleur. Je serai un marchand d'illusions, j'ai dit que demain on donnera tout. J'ai dit non, il faut qu'on s'occupe des peuples. Et il y a déjà une différence. Moi, l'UNIR, vous pouvez revenir un jour, dire voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Tout est écrit là. Mais aujourd'hui, à notre place, il y a des gens qui commencent à reprendre ce que nous avons écrit, l'actuelle Constitution. Lorsque vous prenez là, la décentralisation de la République, un État unitaire décentralisé, il est là, monsieur. Il est là. Personne d'autre l'a proposé. C'est nous. Alors, vous allez quand même être fiers, dire qu'il y a quelque chose que l'UNIR a proposé et est allé là. Lorsque j'ai dit en octobre qu'il n'y aura pas d'élection, il y a eu un silence. Tout juste après, tout le monde suit aujourd'hui. Ah, maintenant, on est d'accord qu'il n'y aura pas d'élection. Voilà l'UNIR. Et je suis fier pour ces partis-là. Et je crois qu'il y a un leadership de l'UNIR en matière de travail qu'aucun parti peut contester. Le nôtre est là. Tous les partenaires du Congo, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau américain, savent ce que nous avons proposé pour résoudre la crise de notre pays. Et pourtant, on n'était pas au pouvoir. On pouvait cacher nos projets. On pouvait les cacher, comme on le fait à Kinshasa. Mais nous ne l'avons pas caché parce que nous avons un souci. Restaurer cette République. Et nous l'avons donné sans entendre quoi. On parle des grands lacs, c'est l'UNIR mène, mais vous avez vu Boyenga réclamer un poste. Mais maintenant, s'il faut mettre les projets en place, et oui, un projet, c'est un homme qui les met en place. On peut copier, mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas l'âme du projet. L'âme, c'est celui qui l'a conçu. Il sait les détours d'un projet. Il sait les contours. Et nous, nous savons ce que nous voulons. Mais simplement, nous disons, un seul homme ne peut pas bâtir le Congo, Zaïre. Mais il faut quand même un véritable leadership clair. Des gens qui mènent un bateau, un commandant. Et ça, je crois que c'est sur ça que nous devons réfléchir. Au lieu de dire tel a dit quoi? Il a écrit où? Mais, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous venez de dire que
votre parti politique n'a pas de parrain. Mais moi, j'ai des informations que vous êtes à tout moment à Londres, à Washington, à Paris, à Bruxelles. Et on vous a même vu à Kigali. Si, vous avez même envoyé une délégation à Kigali, selon les informations que je dispose. Et en plus, Monsieur le Président, il semble que vous êtes en train d'entretenir une armée à l'extérieur. Donc, pour le moment, on peut dire que vous constituez un danger pour la nation. Non. Au-delà des discours que vous êtes en train de tenir tout à l'heure. Hein. Mais vous n'avez pas un agenda caché. Non, non. Sinon, j'accepterai pas d'être légalisé à Kinshasa. Mais tout cela, il vient dans les capitales mais occidentales. Oui, mais je vous explique. Oui. Vous avez évoqué les problèmes de Londres, de Bruxelles et de Paris. De Londres, je crois, dans l'émission que j'ai faite avec vous, dans une chaîne concurrente, je l'avais dit. Lorsqu'en 2002, il y a eu une impasse totale sur les propositions pour sortir de la crise dans notre pays, nous avons élaboré l'agenda 2002 pour la paix. Et cet agenda-là, nous l'avons transmis à tous nos partenaires historiques qui sont dans les CIAT, Comité international pour la suivi de la transition. C'est ce qui nous a amené à aller discuter à Londres, au Foreign Office, avec le secrétaire général de l'UNIR. C'est ce qui a permis à l'époque que nous ayons des contacts avec le cabinet du président Mbeki. Et je vous ai soutenu. Même l'actuel ministre des Affaires étrangères, les chefs de la délégation, de la diplomatie congolaise les savent. Le grand lac, c'est le projet de l'UNIR. Voilà. Et nous sommes allés faire tout ça sans demander quoi. Mais c'est pour que notre pays retrouve son équilibre. Et vous avez parlé de Kigali. Monsieur, oui. Monsieur le Président. À Kigali, tout le monde passe toujours par non, là. Ah non, nous on ne passe pas par là. L'IDP s'est passé par non, là, pas vous nous. aussi. Non, parce que si vous demandez aux autorités de Kigali, ils vous diront que, même beaucoup, tout ce qu'on craint à l'UNIR, c'est une forme de patriotisme. Je vais vous expliquer. Et je l'ai dit dans votre chaîne concurrente. Souvenez-vous. Il y a quelqu'un qui a initié, un partenaire de l'UNIR, d'un grand parti, qui a initié une rencontre avec les autorités du Rwanda. Nous l'avons fait en âme et conscience, parce que nous avons estimé que les Rwandais et le Congo sont en guerre, et ce qu'il faut faire, c'est faire de véritables propositions pour rassurer tout le monde. À Kigali, le secrétaire général est allé remettre des propositions de paix aux autorités rwandaises. Et ces propositions de paix-là, vous les trouverez modifiées. Il est contenu dans cet ouvrage. Notre cause, hein, vous verrez, à partir de la page 70. C'était ces projets-là. Le secrétaire général de l'Union est allé rendre, comme nous l'avons donné au président angolais. Et vous ne citez pas pourquoi. On a donné aussi au président angolais, son Excellence Dos Santos. On a donné au président Mbeki, vous ne citez pas. Nous, on ne craint pas Kigali. C'est pas, l'UNIR ne craint personne, ça je vous l'ai dit. Mais nous voulons instaurer un climat de confiance avec tous les pays que nous sommes en situation de belligérance. De toutes les façons, il y a une réalité existentielle entre le Congo-Zaïre et le Rwanda. Personne ne peut ignorer cette donne-là. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faut faire comme si l'autre était sincère. Allez discuter avec. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons entendre les attentes des autorités rwandaises. Pourquoi agresse-t-on les Congo? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, si vous dites le Congo est une menace, voilà la proposition que les fils et les filles du Congo vous proposent. L'UNIREMEN vous propose ça. Mais au-delà de ça, ça devient un casus belli qui mériterait une réponse. Parce que si on ne veut pas écouter la voix de la négociation, on cherche quoi? Et vous pensez que le Congo ne peut pas faire une guerre, monsieur? Vous connaissez la 10e région militaire de la République démocratique du Congo, dirigée par le général Mbouza Mabe. Là, vous trouverez des militaires. Et lorsqu'il faut mettre fin à une insurrection, et vous avez vu. Et ça, c'est ce que nous allons faire à Ituri un jour. Tous ces petits malfrats, tous ces petits rebelles de rien du tout, qu'on est en train d'élever au rang des militaires alors qu'ils n'ont qu'une formation militaire, il faut mettre fin à tout ça. Et la République l'a déjà fait et nous le ferons. On ne peut pas laisser comme ça, dans notre pays,
qu'on vive des situations d'anthropophagie dans notre pays, même si c'est monté, je n'en sais rien, mais la souffrance de nos populations en Ituri, par des petits voyous délinquants de rue, et on dit qu'il y a des petits rebelles. Et ça, croyez-moi, même la 10e région que vous voyez là mettrait fin à ça, s'il n'y a pas la complaisance de beaucoup de gens. Et la République a des gens valeureux, a des militaires valeureux qui n'attendent que leur réintégration, qui n'attendent qu'on les reconnaisse. Arrêtons de laisser ces gens-là dehors. Mais monsieur le Président, excusez-moi de vous interrompre. Vous m'écoutez, à s'il ce vous plaît. propos, Pardon. on vous accuse d'entretenir une armée à l'extérieur. Non, 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 monsieur Bonjala, peut-être pour vous, bis repetita placent, mais pas pour moi. Si j'entretenais une armée pour aller faire une guerre, comment voulez-vous que moi, j'accepte de signer la déclaration des militaires? Que moi, président de l'UNIR, je dis solennellement que nous mettons tous les militaires qui constituent la branche de l'UNIR au service de la nation. Qui l'a fait dans l'espace présidentiel? Mais ils ne sont pas quoi à Kinshasa? Qui? Ces militaires-là, c'est ça Mais les dangers. mais pas du tout. Les dangers où? Les dangers par les refus des autorités actuelles. Cette crainte viscérale des ex-phases et qui est non fondée. Alors que vous retrouvez dans tous ces composantes militaires-là, les ex-phases. On craint simplement ceux qui sont à Brazzaville, peut-être par leur patriotisme, parce qu'ils n'ont jamais voulu aller dans tel ou tel camp, parce qu'ils n'ont pas voulu être parrainés par des personnes qu'ils considéraient comme des ennemis. Et ils ont préféré rester là où on leur a accordé asile. Vous pensez, des accusations là, à peine voilées, si vraiment on voulait entretenir une rébellion, vous pensez que c'est difficile? Non, il y a des hommes qui attendent de réintégrer l'armée nationale. Les autorités congolaises d'en face sont en train de pacifier leur pays. Ce serait irresponsable pour eux de s'engager dans des aventures qui nuiraient encore à leur cohérence qui est en train de naître là. Arrêtez ce genre de choses-là. Mais simplement, nous disons, mais qu'est-ce que vous voulez? Si 5 ans, 1 an, 5 ans, 10 ans, on est dans cette situation-là. Mais il faut que ces gens-là rentrent. Mais rentrer, c'est cet appel que nous avons fait. Et ils l'ont signé. Et même ont signé. Dit, bon voilà, nous sommes prêts, président. Rentrons dans notre patrie pour faire quelque chose. Mais ils ne rentreront que officiellement. Par une véritable négociation. Ils sont prêts à rentrer. Attendez, on ne va quand même pas comparer un petit milicien d'Ituri qui s'est manié une Kalachnikov avec des techniciens que nous régorgeons dans l'UNIR et qui ont fait des preuves partout. Soyons responsables. Vous voulez une armée ou vous ne voulez pas? Alors arrêtez cette crainte viscérale à l'égard des ex-phases. C'est tout ce que je peux dire sur cette question-là. Je pense que ça, c'est la proposition qui sera contenue dans les documents que votre délégation qui va à Kinshasa. Il va au-delà. Oui. Au-delà de ça, il y a... au-delà de ça, il y a les problèmes vraiment de la gestion de l'armée durant cette période. Mais je ne peux pas le dire ici. La gestion de l'armée durant cette période-là, nous avons des véritables propositions pour démilitariser, dépolitiser l'armée, couper les cordons entre les politiques et l'armée. Voilà, on le fait. Vous pensez vraiment un chef rebelle, comme vous vouliez me qualifier, aurait cet élan? Et ceux qui voudront faire partie des partis INIRMN où ils peuvent se rendre à Kinshasa, Kisangani, à Lubumbashi. Est-ce que vous avez déjà un siège maintenant que oui, vous avez obtenu la reconnaissance officielle du gouvernement? Bon, vous parlez de la localisation, effectivement. Les sièges, les locales de l'UNIR est situé dans la commune, dans la zone de Kasavubu, à l'avenue, à la rue Bongandanga, numéro 2, dans l'immeuble VV Santerre. Et nous ne cachons rien, nous sommes dans la légalité. Bon, à Kisangani, nous avons nos membres qui étaient encore dans la clandestinité. Mais bientôt, nous allons mettre on va les localiser, comme à Goma. Comme à Goma. Pour aujourd'hui, j'aimerais quand même que vous puissiez dire un dernier mot. Bon, tout ce que je peux dire, ce serait un peu la répétition de ce que j'ai dit, mais avec une touche importante, c'est que ne désespérez pas. Mais ça ne suffit pas. Vous savez, là, nous sommes dans la période de la fin de carême, c'est la résurrection, il me semble. C'est une période où nous avons déjà enterré les morts, il faut ressusciter. Et dans notre pays, c'est un pays des croyants, que je demande de lier croyance et réalité,
Mais alors surtout dans Kosenga, c'est de ne pas baisser les bras. Au Tuninga, la question est belle, notamment qu'est-ce qui ne dit pas que Malobo yo lobby et Zakara Maloba, mais qui ne sera pas suivi des faits. Ça ne serait pas suivi des faits si en face de moi, je n'avais pas des partis qui pourraient contredire l'action de l'UNIR. Ça pouvait ne pas avoir d'effet si je n'avais pas vraiment notifié, écrit, et qu'on pouvait me ramener à la raison, dire voilà, ça a été écrit. Mais, bossa la kaka attention, tosi au koufi mingi na pays, makile tangi mingi, il n'y a pas na Baïtouri na Est, bon, batoba koufi par l'effet des armes, mais na Kinshasa, to koufa par l'effet de la misère. Une mort, c'est une mort. Comme on koufa na maladie, c'est parce qu'il n'y a pas un suivi. Et tout ce que je demande, dans la période où on annonce l'apocalypse, alors que toi, tu as un apocalypse social, bon, ça, attention, avant, il y a qu'on s'engager dans une action qui risque d'être fatale pour Nabiso, pour réfléchir. Tout ça, les locaux, pour permettre Mboka na abîme, mais tout plonger encore Mboka na déchirure. Mais il faut être vigilant contre toute méthode qui vous conduirait à faire des actions irréfléchies. Cela ne veut pas dire que vous devrez être dans la mollesse. Non, il faut être vigilant, actif, ensemble, main dans la main, tout ça la nyoso pour que Mboka wana à partir de juin tout changer makambo na ndenge koki. Yango lelo na kosenga bino eza mbala ya suka te, mais bo ape bato a losambo mais bo sambela nzambo ya raison parce que nzambe a pesi biso corps, la tête, l'esprit parce qu'il a dit qu'oya suko salisa biso boete matériellement. La croyance en lui doit seulement éclairer nos pensées pour que nous trouvions des solutions. Mais la manne ne tombera plus du ciel. La manne, ça sera notre travail. Autokosa, la bison sont ensemble. Et na aide spirituelle naïe. Mais ne nous lançons pas dans des religiosités de foi stériles. Et là, au Kana, au Sengabino, courage, patriotisme et fierté en Bokanabino en dépit de tout. Et là, on a Ebisabino Kaka Yangoana prochainement. D'ici les 30, il y aura beaucoup de choses.